Et on a commencé la matinée en parlant très large, production d'éolien, production de solaire. On s'est ensuite intéressé au bâtiment, à la consommation. Et puis maintenant, on va encore un peu plus précisément sur un point qui est lié à cette consommation des bâtiments, en se posant une question très précise. Est-ce que l'intelligence artificielle peut nous aider à optimiser, à consommer mieux, à consommer moins, à consommer autrement? Pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir Loris Di Natale, qui est doctorant en EPFL et qui est aussi chercheur à l'EMPA. Pour ceux qui ne connaissent pas le domaine des EPF en Suisse, il y a les THZ, il y a l'EPFL et il y a plusieurs instituts de recherche. Un qui se focalise, c'est probablement plus connu, sur les avalanches. Et puis l'EMPA nous parle de sciences des matériaux. La spécialité de Loris, c'est de résoudre cette équation quasiment impossible entre le confort optimal, il faut que vos habitations soient confortables, bien chauffées, mais aussi le moins consommatrice possible. Loris a gagné un concours, je crois, ma thèse en 180 secondes, donc c'est 3 minutes pour présenter en finale, pardon. Là, il a un tout petit peu plus de temps, oui. Et donc, à toi. Merci beaucoup. Bonjour à tous, merci d'être ici un dimanche matin et de passer un peu de temps avec nous. Donc effectivement, on va essayer de regarder comment l'intelligence artificielle pourrait nous aider dans ce grand défi de la consommation d'énergie des bâtiments. Je pense que je n'ai pas besoin de vous convaincre qu'il faut absolument qu'on change notre manière de consommer l'énergie. Et une manière de le faire, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle. Alors d'abord, pourquoi est-ce qu'on veut faire ça un petit peu? C'est que si on regarde notre consommation d'énergie dans les pays développés, donc aussi en Suisse, on s'aperçoit qu'il y a presque 40% de la consommation d'énergie qui est dans les bâtiments au jour d'aujourd'hui. Et si on fait un petit peu le détail de ça, 60%, 70% de cette énergie, c'est simplement pour chauffer nos bâtiments. Donc si on fait un petit calcul, on s'aperçoit que 20 à 25% de la consommation totale d'énergie en Suisse, c'est simplement pour nous chauffer. Donc si on arrive à diminuer cette part d'énergie, on aura vraiment un impact déjà considérable sur la consommation globale d'énergie chez nous. Et la bonne nouvelle qu'il y a, c'est qu'on sait que si on utilise des algorithmes avancés, des intelligences artificielles, c'est possible de diminuer cette consommation automatiquement jusqu'à 25-30%. Ça va dépendre des bâtiments, mais simplement en utilisant ces algorithmes, on n'a rien besoin de faire, on ne demande rien aux gens de chez eux, et on peut quand même utiliser beaucoup moins d'énergie. Alors déjà, qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle quand j'en parle? De manière générale, c'est juste une tâche qui est résolue par un ordinateur ou par un robot à la place d'un humain. Il y en a beaucoup dans les industries où on a remplacé ces jobs un peu pas très passionnants par des ordinateurs. Et après, évidemment, de tous vos téléphones, les ordinateurs qu'on a chez nous sont déjà bourrés d'intelligence artificielle qui nous aident au quotidien. Et moi, aujourd'hui, je vais parler un petit peu plus d'une sous-catégorie qui s'appelle le machine learning, ou en français, l'apprentissage machine. Où là, l'idée, c'est vraiment de laisser l'ordinateur apprendre tout seul comment résoudre une tâche. Donc en fait, l'idée, c'est de lui dire, par exemple, si je veux un ordinateur qui sait différencier un chat d'un chien, je vais lui montrer cette image, je vais lui dire, ça, c'est un chat, ça, c'est un chien, ça, c'est un chat, etc. Et je n'ai pas besoin de lui expliquer quelle est la différence. D'ailleurs, je vous mets au défi de vraiment expliquer exactement comment différencier un chat d'un chien à un ordinateur. Et donc, l'avantage du machine learning, c'est qu'on n'a pas besoin de faire ça. On va lui montrer ces exemples et on va le laisser apprendre par lui-même comment différencier. Et si tout se passe bien, s'il a bien été entraîné, à la fin, si je lui montre une nouvelle image, il devrait être capable de me dire que c'est un chien. Et puis dans le machine learning, il y a une méthode maintenant qui devient de plus en plus populaire, qui s'appelle les réseaux de neurones artificiels. Alors l'inspiration, il n'y a pas besoin d'aller la chercher bien loin. C'est l'outil de calcul le plus puissant qui existe sur la planète, c'est notre bon vieux cerveau. Et il est capable de faire des choses exceptionnelles. Et donc les scientifiques se sont dit que ce serait quand même cool de pouvoir faire un peu la même chose. Et si on simplifie, qu'est-ce que c'est qu'un cerveau? C'est juste des neurones qui sont connectés, qui s'échangent un peu des informations. Et du coup, on s'est dit qu'on pourrait essayer de faire la même chose de manière artificielle. Et ça a donné naissance au réseau de neurones artificiels. Alors en pratique, on les organise en couches comme ça, mais c'est le même principe. Chaque neurone va recevoir une information, faire certaines opérations mathématiques sur ces chiffres et ensuite transmettre l'information plus loin. Et à la fin, du coup, on a la réponse. Donc si on reprend l'exemple de l'image avant, les premiers neurones, ils vont regarder les pixels de l'image, ce sera ça leur information, la transformer, etc., et la transférer jusqu'à la fin. Et les derniers neurones vont nous dire, OK, c'est un chat ou c'est un chien.
Et du coup, quand je dis la machine, elle apprend toute seule à ce qu'il faut faire, en fait, ce que ça veut dire, c'est qu'elle va apprendre quel neurone utiliser, quelle connexion mettre pour que, quand elle voit une image, elle ait la bonne réponse à la fin. C'est ça que ça veut dire en pratique. Et pourquoi est-ce que les réseaux de neurones sont super populaires? C'est qu'il y a des moyens de les entraîner automatiquement. Donc on peut le faire très rapidement et très simplement, lui donner des images ou autre chose et le laisser apprendre comment décider quoi faire. Et donc ils sont partout. Alors, je suis sûr que presque tout le monde maintenant a entendu parler de ChatGPT. Ce n'est pas du tout le premier, réseau de neurones qui est capable de faire ça, mais c'est le premier qui est devenu très populaire. Donc derrière, c'est juste un réseau de neurones. Juste qu'au lieu d'utiliser des images, comme je montrais sur l'exemple avant, ce réseau de neurones-là, il a été entraîné à prédire du texte et à répondre aux questions des gens et à interagir. Mais il y a plein d'autres exemples. Il y a aussi DALL-E qui est assez sympa. C'est un peu moins connu, mais vous pouvez aussi essayer. Vous pouvez lui donner une description et il va vous créer une image qui correspond à cette description. Donc là, je lui ai demandé de me dessiner un réseau de neurones, par exemple. Et puis après, il y a des choses plus techniques. Donc techniquement, moi, je trouve ça plus impressionnant. C'est AlphaFold, par exemple, qui est capable de prédire la structure 3D des protéines de molécules. Donc tout ça, c'est juste pour dire que les réseaux de neurones, déjà au jour d'aujourd'hui, ils sont un peu partout. Ils sont en train de rentrer dans nos vies et surtout, ils sont capables de faire des choses impressionnantes. ChatGPT, je pense qu'on peut tous être d'accord pour dire que c'est assez impressionnant ce qu'il est capable de faire. Mais après, il y a un problème avec les réseaux de neurones, c'est que en fait, personne ne les comprend. S'il y a quelqu'un qui vous dit qu'il comprend comment ça marche, et il vous ment, c'est sûr, parce que ça devient tellement compliqué. On parle de millions, voire de milliards de paramètres. ChatGPT, c'est presque 2 milliards de ces neurones et connexions. Donc forcément que quand on regarde à la fin, c'est impossible de vraiment comprendre ce qui se passe dedans. C'est trop compliqué pour un humain. Alors bon, tant que ça marche, c'est pas bien grave. Le problème, c'est que ça marche pas tout le temps. Donc des fois, ça va se tromper. Même s'ils sont capables de faire des choses exceptionnelles, ils vont se tromper à un moment ou à un autre. ChatGPT aussi, si vous jouez assez longtemps avec lui, vous allez voir, à un moment ou à un autre, il va vous dire une connerie. Alors ça peut être très drôle et assez intuitif. Ça, c'est un exemple qui est assez vieux, mais qui est toujours assez intuitif, je trouve. Donc, on a un panda qui devient un singe, et je suis persuadé que vous ne voyez pas la différence. Moi non plus, mais c'est juste qu'on a changé un tout petit peu certains pixels, et vu que les connexions dans le réseau de neurones, elles sont tellement complexes, de changer un tout petit peu le pixel, ça a complètement changé sa réponse. Donc, c'est délicat, il faut faire attention. Alors ça reste assez drôle, et bon, c'est un petit exemple comme ça. Ça devient un peu moins drôle quand il y a des gens qui sont impactés. Donc les voitures autonomes, ça marche beaucoup avec les réseaux de neurones aussi. On a des crashs, et là on a des morts carrément. Il y a beaucoup de problèmes liés au racisme. Dans les reconnaissances d'images, souvent les réseaux de neurones sont un peu racistes. Et aussi, avant ChatGPT, il y avait Microsoft qui avait lancé son propre chatbot, une intelligence artificielle, et qui, au bout de quelques heures, s'était mis à insulter tout le monde et à menacer les gens de mort sur Twitter. Donc voilà, et la leçon ici, c'est de toujours ne pas oublier qu'en fait, un réseau de neurones, il va faire que ce qu'il sait faire, que ce qu'on lui a appris à faire, et il fera rien d'autre. Donc rien que de changer un tout petit peu les pixels d'une image, ça peut changer sa réponse. Et par exemple aussi le problème, c'est que Microsoft, il a entraîné son réseau de neurones sur Twitter, et sur Twitter, malheureusement, les gens adorent s'insulter. Et du coup, qu'est-ce qu'il a fait le réseau de neurones? Il a appris que c'était comme ça qu'il fallait interagir avec les autres. Et du coup, il a commencé à insulter tout le monde. Donc il faut toujours bien réfléchir à qu'est-ce qu'on leur fait faire et s'attendre au fait qu'ils peuvent faire des choses un petit peu plus inattendues. Voilà, mais maintenant revenons un petit peu à nos moutons, parce que je vous ai promis de parler des bâtiments. Alors comment ça va faire? Maintenant, je vais prendre mon réseau de neurones et je vais vouloir qu'il contrôle le chauffage dans un bâtiment pour essayer d'utiliser moins d'énergie. Alors si je lui demande juste ça, la réponse elle est assez simple, il va juste éteindre le chauffage, pas en utiliser, et il sera content, il n'aura pas utilisé beaucoup d'énergie. Donc de nouveau, il faut faire attention, il faut quand même lui dire, ok, utilise le moins d'énergie possible, mais s'il te plaît, la température, il faut quand même qu'elle soit agréable pour les occupants, pour les habitants, sinon ça ne sert pas à grand-chose. Donc on aura cette petite contrainte. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'on va avoir besoin d'un bâtiment. Alors dans mon cas, j'utilise le Nest, donc ça c'est un bâtiment qui existe à l'EMPA, sur le campus où je travaille. Et c'est un bâtiment qui est tout intégré, on peut le contrôler à distance, on a plein de données dessus, etc. Donc c'est vraiment, ça nous permet de faire des expériences en vrai et de prouver justement que ce qu'on fait en simulation, tous ces algorithmes qu'on invente, ils marchent vraiment dans un bâtiment. Et en particulier, moi j'utilise beaucoup cet appartement ici, au milieu. Alors maintenant, on a un problème, c'est qu'on a un bâtiment qu'on veut contrôler, je voudrais mettre un réseau de neurones là-dedans.
Mais le bâtiment, le problème, c'est que c'est quelque chose de vrai. Donc là, on ne parle plus de reconnaître des images, on ne parle plus de faire du texte, de s'amuser sur Twitter. Là, c'est un vrai objet physique. Et ça va poser déjà 2 gros problèmes avant de commencer. Le premier, c'est que les réseaux de neurones, c'est génial, ça marche super bien, mais il faut les entraîner. Et ça prend du temps à s'entraîner. Et dans nos expériences sur les bâtiments, on voit que ça peut prendre des mois, voire des années, pour avoir une solution qui est intéressante. Donc c'est quelque chose qui n'est pas vraiment faisable en pratique. Puis un deuxième problème, c'est que quand ils sont entraînés, ils sont très puissants, mais au début, ils vont faire n'importe quoi. Donc ils pourraient décider d'éteindre le chauffage pendant 10 jours en hiver, juste pour voir ce que ça fait. Et puis après, au fur et à mesure, apprendre qu'effectivement, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Mais donc je pense qu'on peut tous être d'accord qu'on n'aimerait pas trop avoir ça chez nous. Donc je viens chez vous et je vous dis, je vais contrôler votre chauffage. Vous inquiétez pas, ça va marcher, mais ça va peut-être prendre quelques années et vous allez peut-être mourir de froid cet hiver. Donc vu qu'on ne peut pas faire ça, qu'est-ce qu'on fait? On va retourner en simulation. Donc on va faire une simulation du bâtiment pour pouvoir entraîner nos réseaux de neurones de manière plus plausible, disons. Et alors l'avantage, c'est qu'il y a plein de simulateurs qui existent, évidemment. Moi, dans mon cas, j'ai décidé de nouveau utiliser les réseaux de neurones parce qu'ils sont évidemment capables de le faire aussi. Donc en fait, maintenant, si on regarde un petit peu le pipeline de comment ça marche en pratique, si vous voulez contrôler un bâtiment avec ces intelligences artificielles, c'est qu'on va avoir un simulateur et ensuite un contrôleur. Donc dans mon cas, c'est 2 réseaux de neurones. Il y a plein d'autres manières de le faire, évidemment. Et puis ensuite, on va avoir besoin de quelques données. Donc on va prendre des données de quelle température il fait dans le bâtiment, quelle est la puissance du chauffage, et aussi, évidemment, les données météorologiques qui sont très importantes. Et puis ensuite, on va faire un truc en 3 étapes, entraînement en 3 étapes. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va dire, on va entraîner notre simulateur. Donc on va l'entraîner à regarder le chauffage, disons, chaque 15 minutes, et les données météo, et à prédire la température du bâtiment. Donc l'idée ici du simulateur, c'est vraiment de répliquer le comportement du bâtiment, de comprendre comment est-ce que le chauffage impacte la température dedans. Et du coup, quand le simulateur a été entraîné, on peut passer à la deuxième étape où là, on va entraîner notre contrôleur. Donc on va utiliser le simulateur qui va nous donner la température chaque fois dans le bâtiment, puis on va entraîner le contrôleur à utiliser le moins d'énergie possible. Et maintenant, grâce au simulateur, on a le feedback, on sait quelle sera la température, donc on peut s'assurer qu'elle reste dans une zone qui est confortable. Et du coup, l'avantage, c'est que vu qu'on a un simulateur, le réseau de neurones, il apprend sur des années de données, mais qui sont simulées en quelques heures. Donc même sur mon Mac, en quelques heures, je peux entraîner le réseau de neurones pour contrôler le bâtiment. Et puis en plus, ça n'impacte aucun humain, vu que c'est tout en simulation. Et d'une fois que c'est fait, on a la dernière étape où, évidemment, on va retourner sur le bâtiment, et là, utiliser les données live, donc mesurer la température en live, mesurer la météo, et puis laisser le contrôleur minimiser la puissance de chauffage. Donc, l'avantage, c'est que ce pipeline, on l'a mis en place et il marche. Donc, la bonne nouvelle, c'est que c'est effectivement possible. Et en tout cas, pour cet appartement-là, on a des gains potentiels de 25 à 30%. Alors, c'est beaucoup, il y a beaucoup de bâtiments où on ne pourra pas faire autant bien. Et ça dépend de beaucoup de choses, comparé à quoi on compare, etc. Mais c'est possible d'avoir vraiment des gros gains juste en utilisant ce pipeline. Après, le problème, c'est que maintenant, j'ai mis 2 réseaux de neurones dans mon truc et qu'on a vu avant qu'on ne pouvait pas toujours leur faire confiance et que des fois, ils font des choses qu'on n'aimerait pas trop. Et c'est aussi le cas pour nous. Donc, on a vu que les réseaux de neurones, des fois, ils se trompent. Et le problème, c'est qu'en fait, ils n'ont aucune notion de physique. Ils ne connaissent pas les lois de la physique. On leur demande juste de faire quelque chose. Ils vont optimiser leur comportement pour faire ça. Mais ils n'ont pas vraiment appris les lois de la physique derrière. Ils peuvent des fois trouver ce qu'on appelle des raccourcis. Il y a des raccourcis marrants, c'est par exemple si on leur demande de différencier des chevaux des chats, on s'est aperçu que des fois, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils regardent l'arrière-plan. Et si c'est un pré, c'est un cheval, et si c'est un mur d'intérieur, c'est un chat. Et du coup, il a réussi à faire ce qu'il voulait, parce qu'il prédit cheval ou chat, c'est juste, mais c'est absolument pas ce qu'on attend de lui. Et du coup, forcément qu'après, tout d'un coup, si on met un chat dehors, il va se tromper. Donc là, on a un peu le même problème, c'est qu'il arrive... Et on peut avoir des gains de 25 à 30%, mais il y a des fois où ils font des trucs impossibles. Et par exemple, pour le simulateur, on a vu que des fois, si juste on lui demande de prédire, disons, la température sur une journée, ça nous donne ça, sans chauffage, sans rien. Et après, on lui dit de prendre la même journée, mais cette fois, on allume le chauffage pour voir la différence que ça fait, si on chauffe le bâtiment, et tout d'un coup, il nous dit un truc comme ça. Alors, au début, tout va bien, il fait effectivement un peu plus chaud parce que j'ai allumé le chauffage, et tout d'un coup, à la fin de la journée, il fait plus froid. Et on a la même chose pour la climatisation. Donc, soit on a inventé un réseau de neurones qui a réinventé les lois de la physique, donc il est assez fort,
soit il y a un problème, effectivement, et alors allumer la climatisation, ça va vous réchauffer le bâtiment, et le chauffer, ça va le refroidir. Donc effectivement, ça, c'est pas très pratique. Et puis, il ne faut pas oublier que nous, on utilise ce simulateur après pour entraîner notre contrôleur. Ça veut dire que là, notre contrôleur, il pourrait apprendre qu'il faut allumer la climatisation pour chauffer chez vous. Donc, il pourrait se mettre à utiliser la climatisation en hiver. Donc, évidemment, c'est quelque chose qu'on ne veut pas. Et en plus, on a un autre réseau de neurones, donc le contrôleur. Et là aussi, on a des problèmes où on a vu que ça marche presque tout le temps, mais des fois, tout d'un coup, pour une raison ou pour une autre, il décide d'éteindre le chauffage, même si de rentrer chez vous, ça ressemble à ça et qu'il fait moins 10 dehors. Donc, on a toujours des petits problèmes. Après, du coup, ce qu'on s'est posé comme question, qui est vraiment le vrai sujet de ma thèse, c'est de dire, alors, nous, on sait plein de choses. Nous, on connaît les lois de la physique. Nous, on sait que s'il fait moins 10 dehors et qu'il fait 18 dedans, il faut allumer le chauffage. Est-ce qu'on peut transmettre ces connaissances au réseau de neurones? Et la bonne nouvelle, c'est que oui, on peut. Et d'ailleurs, on n'est pas les seuls du tout à le faire. Je parle que de nos solutions, mais évidemment, il y a plein de monde qui travaille sur ce genre de technologie. Et on peut aider les réseaux de neurones à suivre certaines règles. Alors là, je ne veux pas rentrer dans les détails techniques, mais l'idée, c'est que pour le simulateur, au lieu de laisser le réseau de neurones directement prédire la température, ce qu'on a fait, c'est qu'on met un petit modèle physique à côté, qui est tout simple, mais qui s'assure que les lois de la physique, au moins, elles sont respectées. Et on a toujours le réseau de neurones, donc on a toujours grâce à ça, on peut faire des choses incroyables, parce qu'ils sont capables de résoudre des tâches, des problèmes impressionnants, mais on a maintenant quelques garanties. Et on s'aperçoit que ça ne change même pas leur performance. Donc on a toujours les gains de 30%, et maintenant on est garanti que le simulateur ne fasse pas n'importe quoi. Et après on peut faire le même genre d'exercice pour le contrôleur, où là, au lieu de laisser directement le réseau de neurones prédire et contrôler le chauffage, ce qu'on fait, c'est qu'on met une petite correction entre les deux, où on va juste checker ce qu'il fait. S'il fait 18 degrés dedans et qu'il éteint le chauffage, on va dire non, ça c'est sûr que c'est faux, il ne faut pas faire ça, donc on va le corriger. Et ça, d'ailleurs, tout le monde l'utilise en pratique, parce que tous les gens qui utilisent les réseaux de neurones savent que ça peut se planter. Donc si on l'utilise sur un vrai objet, sur un robot, tout le monde a cette correction pour s'assurer que tout se passe bien. Après, la nouveauté que nous, on a amené un petit peu, c'est de dire, maintenant, on va lui donner un feedback au réseau de neurones. On ne va pas juste le corriger, on va lui dire, attention, tu t'es fait corriger. Comme ça, il peut apprendre de ses erreurs et il va, on l'espère, l'éviter la prochaine fois. Et donc, si on fait ce genre de pipeline à la place, maintenant, on a quelques garanties. Donc, celui-là, je peux vous garantir qu'il ne va pas vous laisser mourir de froid en hiver. Quand il fera trop froid, il va allumer le chauffage. Et puis, un bénéfice assez sympathique qu'on a eu à côté, c'est que grâce à ce feedback qu'on a ajouté, en fait, il apprend beaucoup plus vite aussi. Donc, je vous disais avant que ça prend des mois, des années à apprendre un contrôleur. Avec cette structure-là, on est plutôt sur quelques semaines, voire un petit mois pour apprendre ça. Et donc, on espère que dans le futur, on va pouvoir encore améliorer ça et pouvoir éviter la simulation et vraiment aller chez les gens et juste déployer le réseau de neurones et le laisser contrôler et apprendre tout seul en quelques semaines. Et donc, on peut revenir sur ce pipeline. Et la bonne nouvelle, c'est que même si on a mis un peu des contraintes, on a changé des trucs, on a toujours des gains potentiels de 25 à 30%. Donc ça n'a pas changé. Par contre, maintenant, avec ces deux nouveaux réseaux de neurones, maintenant, je peux vous donner quelques garanties. Maintenant, je suis sûr que le simulateur suit les lois de la physique et je suis sûr que le contrôleur ne va pas faire n'importe quoi. Donc, le message, c'est vraiment de dire, ces intelligences artificielles, c'est important, elles sont exceptionnelles, elles peuvent se planter, les réseaux de neurones peuvent se planter, mais il y a des solutions pour éviter que ça arrive et on peut travailler là-dessus. Après, bon, il y aura toujours la question de est-ce qu'on a tout couvert? Est-ce qu'il n'y a pas un scénario à quelque part qu'on a oublié, que le réseau de neurones pourrait exploiter? Ce sera certainement toujours possible. Mais là, disons, on a fait un bon bout du chemin, en tout cas sur le contrôle du bâtiment avec ce genre de technologie. Donc, pour conclure, je dirais que j'espère que je n'ai pas besoin de vous convaincre qu'il faut absolument qu'on modifie un peu notre comportement et il faut qu'on diminue notre consommation d'énergie. Et en tout cas, pour répondre à cette question, l'intelligence artificielle, elle est hyper importante et hyper intéressante. On peut vraiment avoir des gains énormes sur certains bâtiments juste en utilisant des algorithmes plus intelligents comme ça, à la place des thermostats habituels. Et il faut absolument penser au réseau de neurones. Ça commence à venir partout et ce n'est pas un hasard s'il y en a partout et si tout d'un coup ChatGPT ça boom et qu'il y a tout le monde qui les utilise, c'est parce qu'ils sont incroyablement puissants. Vraiment, on ne connaît pas les limites à l'heure actuelle des réseaux de neurones. C'est certainement notre puissance de calcul. C'est juste que ça prend tellement longtemps à entraîner, c'est tellement compliqué, mais ils n'ont pas vraiment de limite. Donc il faut vraiment qu'on apprenne à les utiliser. Mais il faut toujours garder en tête que ça peut être
alors potentiellement dangereux. Dans le cas des bâtiments, ce n'est pas vraiment dangereux, mais c'est juste, ça peut être désagréable s'il éteint le chauffage en hiver, quoi. Et donc, il faut qu'on fasse attention. Et la leçon à retenir, c'est qu'ils feront que ce qu'ils ont été entraînés à faire. Donc, si on lui demande quelque chose de nouveau, il ne va pas savoir faire. Si j'entraîne un réseau de neurones pour contrôler ce bâtiment ici, et qu'après, je vais le déployer au sud de l'Italie, où il fait 40 degrés toute l'année, ça ne va pas marcher, parce qu'il ne saura pas du tout comment faire pour climatiser le bâtiment. Mais voilà, le message final, ce serait plutôt, n'en ayons pas peur. Au contraire, il faut embrasser ces technologies, il faut absolument apprendre à les utiliser, parce qu'il y a des moyens. Il y a des moyens de mettre des garde-fous, de s'assurer que tout se passe bien. Et si on s'assure que tout se passe bien, on peut vraiment avoir des gros gains et des grosses diminutions d'énergie grâce à ça. Donc, merci beaucoup. Et évidemment, s'il y a des questions, je suis ravi de répondre. Il y a 2 micros. Merci beaucoup. N'hésitez pas. Monsieur tout devant, qui veut savoir comment il peut équiper son appartement, je pense. Non, mais je voulais juste savoir ces réseaux, après un certain temps de fonctionnement, est-ce qu'ils deviennent Alzheimer? Alors, non. S'ils sont implémentés comme il faut, non. Mais par contre, ils ne vont jamais apprendre quelque chose de nouveau par eux-mêmes, d'une fois que l'entraînement est fini. D'ailleurs, ChatGPT, si vous lui demandez l'âge de quelqu'un, il va dire faux. Pourquoi? Parce qu'il a été entraîné sur des données jusqu'en 2021. Si vous lui demandez l'âge d'une star, il va vous donner l'âge qu'elle a en 2021, parce que c'est à ce moment-là qu'il a été entraîné et il n'a pas de nouvelles informations. Mais pour prolonger la question, est-ce qu'il va s'auto-corriger quand il fait une erreur, ou vous devriez lui dire « là tu t'es trompé, j'ai dû mettre le chauffage à la main » par exemple? Non, c'est ça le problème, c'est que dans ce cas-là, il ne se corrigerait pas. Et on ne sait pas quand il fait une faute. Lui, il n'est pas conscient qu'il fait une faute. Il va juste, pour lui, c'est ça qu'il faut faire. Et il faudra aller le corriger à la main à ce moment-là. Et après, c'est encore une autre... Il y a des gens qui travaillent sur OK, alors si je le corrige, comment est-ce que je fais passer cette info? Comment est-ce que je le fais justement prendre ça en compte? Merci. D'autres questions, monsieur? Bonjour, merci Bonjour. pour votre présentation. Moi, j'aimerais savoir si on a des données sur l'impact CO2 de l'intelligence artificielle elle-même. Ça, c'est la première question. Puis ma deuxième question, c'est pourquoi vaut-il mieux entraîner des machines que des humains? Parce qu'en fait, un humain peut très bien régler son climat tout à fait convenablement. Oui, alors la première question, oui, il y a les données. Honnêtement, je ne les ai pas. Mais je suis sûr et certain que d'entraîner un réseau de neurones pendant 2 heures sur mon ordinateur et d'après économiser de l'énergie pendant 10 ans sur un bâtiment, c'est mieux que de rien faire. Mais honnêtement, je n'ai pas exactement les données de l'impact. C'est vrai que c'est un impact énorme en général. Après cela, de nouveau, c'est des réseaux de neurones assez petits. ChatGPT, ça a été entraîné sur des super ordinateurs pendant des mois. Là, l'impact est beaucoup plus conséquent que 3 heures sur mon ordinateur. Donc, c'est encore raisonnable. Si je peux me permettre, on a une table ronde à Oui. midi 40 sur cette thématique-là, c'est-à-dire la consommation énergétique de l'informatique, mais aussi les économies d'énergie que l'informatique peut générer, avec des spécialistes, notamment des centres de données. Mais vous, pour votre recherche, c'est votre Mac qui a fait tous les calculs, ou vous êtes appuyé sur une grosse infrastructure? Ça dépend pour quelle partie, disons, mais mon Mac peut tout faire. Disons, je me suis plutôt appuyé sur des grosses infrastructures pour aller plus vite et pour trouver justement des solutions pour voir qu'est-ce qui marche. Maintenant que je sais qu'est-ce qui marche et comment ça marche, je peux l'entraîner sur mon Mac en quelques heures. Mais votre Mac chauffe et ça fausse le calcul de production de chaleur dans votre bâtiment. Oui, alors c'est aussi quelque chose que j'ai pas trop touché là, mais les occupants, c'est pas un problème, mais disons c'est le plus gros challenge qu'on a, parce qu'effectivement c'est sûr que si on met des algorithmes automatiques pour minimiser l'énergie et que chaque 2 heures vous allez vous-même tourner le chauffage ou qu'il y a quelqu'un qui ouvre une fenêtre parce qu'il fait trop chaud, etc., ça va forcément c'est des choses qui vont un peu fausser les calculs et qui sont un peu compliquées à gérer. Très bien. Monsieur, donc on ne répond pas 100% à votre question, mais ce sera fait en cours de journée. Ah, ben voilà, juste en face. Vous parliez de 25%, de 30%. Si on avait plus de sensors, si on avait plus de contrôleurs, quelle serait l'économie maximale qu'on pourrait atteindre? Ça dépend beaucoup du bâtiment, ça dépend de plein d'aspects, de qu'est-ce qui se passe dans le bâtiment, de comment il est équipé. Parce qu'il y a des bâtiments, tout simplement, on voit que... alors en Suisse, c'est un petit peu moins le cas, mais dans les pays chauds, il y a des bâtiments où la clim, en fait, elle est à fond toute la journée. Et du coup, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire, quoi. Quand c'est allumé à fond, c'est allumé à fond, et on peut pas l'éteindre. Donc voilà, si le bâtiment il est bien équipé et qu'on peut vraiment jouer à allumer et éteindre le chauffage, on peut avoir des gains de 25 à 30%, c'est déjà beaucoup.
je pense pas qu'on pourra aller beaucoup plus haut, même avec des meilleures données. Je pense que c'est un peu la limite supérieure. Mais de nouveau, ça dépend un petit peu à quoi on compare. Donc là, je compare toujours aux contrôleurs qu'il y a généralement dans les bâtiments à l'heure actuelle qui chauffent pendant 1 degré. Donc en général, vous donnez une bande de confort. Vous dites, je veux ma température entre 21 et 22. Et quand ça arrive à 21, ça chauffe jusqu'à 22. Et après, ça arrête jusqu'à ce que ça redescende à 21 et ça fait comme ça. Et du coup, en fait, en gros, ce que ça fait, ces algorithmes, c'est que ça reste beaucoup plus près de 21 tout le temps. Et surtout, ça anticipe s'il y a le soleil, ça ne sert à rien de chauffer. Par exemple, si on sait que le soleil va se lever, ça ne sert à rien de chauffer parce que ça va chauffer tout seul, etc. Donc c'est comme ça, c'est sur ces trucs-là qu'on peut gagner de l'énergie. Mais après, ça dépend de bâtiment à bâtiment, vraiment. Merci. D'autres questions encore? Oui, je vous en prie, madame. Je me demandais comment vous faisiez pour équiper les maisons avec l'intelligence artificielle. Enfin, est-ce que c'est possible sur toutes les maisons ou est-ce qu'il faut un certain degré de technologie dans le système de chauffage déjà? Oui, alors ça, c'est encore une autre question, comment l'amener au marché. Il y a beaucoup de startups qui sont en train d'y aller. Alors, ce n'est pas possible dans toutes les maisons parce qu'il faut déjà avoir des thermostats intelligents, des thermostats qu'on peut modifier à distance. Après, si on a des thermostats intelligents, c'est assez simple parce que finalement, c'est juste un ordinateur. Donc, c'est juste avoir une connexion en ligne et puis écouter ce que l'ordinateur dit pour que le thermostat s'ajuste tout seul. Mais ça nécessite d'avoir des thermostats intelligents ou une pompe à chaleur qu'on peut contrôler à distance. Donc, ce n'est pas encore beaucoup le cas dans les maisons, donc il faudrait avoir des coûts d'installation. Mais vous parlez que de thermostat ou il faudrait des senseurs sur d'autres aspects de la maison pour vraiment bien la connaître? Ça dépend jusqu'où on va aller. Déjà, juste en ayant les thermostats, moi là, j'utilise que la mesure de température dans la pièce et combien le chauffage est allumé. Donc, j'ai que ces informations-là et on peut déjà gagner 25 à 30%. Après, on pourra avoir encore d'autres informations. On peut avoir des informations aussi sur la qualité de l'air pour gérer la ventilation, etc. On pourra avoir des informations sur les occupants pour savoir quand est-ce qu'il y a quelqu'un, quand est-ce qu'il n'y a personne, parce que quand il n'y a personne, ça ne sert à rien de chauffer, etc. Donc, on peut toujours aller plus loin, oui, effectivement, en ayant plus d'informations. Mais dans votre bâtiment, dans le cas que vous avez étudié, vous, ouais. C'est un bâtiment qui n'est pas équipé de plus de senseurs que Alors, ça. si, le Nest à l'EMPA, il a des milliers de senseurs. Je crois qu'il y en a, ouais, j'exagère, mais je crois qu'il y en a 700 et quelques sur tout le bâtiment. Donc, on mesure à peu près tout et n'importe quoi. Mais justement, pour avoir un cas un peu significatif, j'ai utilisé seulement la température et le chauffage pour dire c'est vraiment le minimum qu'on peut faire. Et ce n'est pas si compliqué d'avoir des informations de la température. Il y a presque tout le monde qui a des thermomètres chez eux. Et après, d'avoir juste un chauffage qu'on peut tourner à distance. Ça suffit. Okay. Merci. Une autre question devant. Merci. Moi, je me demandais comment a été définie pour l'intelligence artificielle la température agréable qu'on lui a donnée comme donnée de base au départ, ouais. Et si s'il est tenu compte de la subjectivité, enfin des besoins différents d'un humain à l'autre. Oui, alors en pratique, oui, c'est aussi une autre ligne de recherche. Il y a beaucoup de monde qui bosse là-dessus sur comment les gens perçoivent la température. Parce que ce n'est pas du tout la même pour tout le monde. Il y aura des gens qui seront en t-shirt et d'autres qui auront la veste à côté. Il y a des gens qui ont froid, qui préfèrent avoir la température chaude, etc. C'est quelque chose que nous, dans cette recherche-là, en tout cas, on n'utilise pas. C'est-à-dire on fixe, on a juste donné des chiffres au hasard. Mais c'est un paramètre. Donc je veux dire, si vous voulez qu'il fasse plus froid chez vous, c'est juste un paramètre à changer et le contrôleur va s'adapter. Ce n'est pas vraiment un problème de s'adapter à ça. Mais c'est vrai que ça va dépendre des gens. Et ce qu'on fait aussi, c'est que la nuit, on ne chauffe pas, ou moins, parce qu'on dit que ça ne sert à rien de chauffer sur un bureau, la nuit, on ne chauffe pas. Sur une maison, c'est l'inverse, c'est la journée qu'on ne chauffe pas, pour économiser aussi plus d'énergie. Donc, c'est des températures, la bande de confort, elle varie en fait un peu au cours de la journée. Et c'est comme ça aussi qu'on arrive à gagner plus d'énergie par rapport au contrôleur classique. Parce que généralement, c'est un thermostat qui est réglé à la même température. Après les dernières générations, c'est bon, on peut régler aussi les relâches, etc. Il faut que je fasse travailler mes collègues qui donnent le micro dans cette partie de la salle. J'aimerais bien une question de ce côté. Non, il n'y a vraiment personne, je ne vois pas très bien. Personne. Vous habiteriez dans une maison contrôlée par une IA? Contrôlé par celui que j'ai fait à la fin, oui. Okay. Celui que je suis sûr qu'il ne se plante pas. Oui, parce que je veux dire, ça a été prouvé, on peut voir les résultats, c'est
Ça marche vraiment très bien à la fin et il n'y a vraiment plus de soucis à avoir. Même au niveau confort, donc. Même au niveau confort, oui. Okay. Oui, parce que celui qui est à la fin, justement, il y a ce garde-fou qui s'assure qu'il n'y a rien de bizarre qui se passe et du coup, il n'y a plus de soucis à avoir. Avant, on a parlé de rénovation. Est-ce que ce serait aussi possible d'utiliser des outils comme ça pour dire qu'est-ce qui ferait la meilleure économie d'énergie en matière de rénovation? Alors c'est des autres types d'intelligence artificielle, mais il y a du monde qui travaille sur ça à l'EMPA aussi, à faire un peu ce genre de travail qui a été présenté avant, à faire des grosses simulations et de dire est-ce que c'est mieux de rénover les toitures, est-ce que c'est mieux de rénover les façades, etc. Et on peut aussi utiliser de l'intelligence artificielle sur ce genre de données pour pouvoir traiter beaucoup plus de données beaucoup plus vite. En fait, c'est ça le principe aussi, c'est qu'un réseau de neurones ou une intelligence artificielle, elle est capable de traiter des millions de données en quelques heures, ce qui est un peu plus compliqué pour un humain. Donc, c'est des outils qui sont géniaux pour automatiser beaucoup de tâches un peu compliquées pour nous. Merci. Encore une question quelque part tout devant. Alors bonjour, merci pour votre présentation et merci d'avance pour votre réponse. Si j'ai bien compris, aujourd'hui c'est une intelligence, enfin c'est censé être intelligent, mais j'ai pas l'impression que c'est flexible et je cite votre exemple. Si ça a été déployé peut-être ici à Lausanne, ça ne sera pas vraiment fonctionnel au sud de l'Italie. Ma question c'est, est-ce que ce manque de flexibilité à la fin, c'est un garde-fou ou c'est vraiment une limitation de la technologie en elle-même ? Ça peut être un peu les deux, mais je pense que c'est plutôt une limitation. Et le futur, ce que la plupart des gens regardent maintenant, c'est comment justement on peut le faire le plus flexible possible. Ou alors au moins pouvoir transférer un petit peu des connaissances pour pas devoir chaque fois partir à zéro. Parce que ça prend quand même du temps, il y a quand même besoin de... Il y a un truc qu'on a besoin à l'heure actuelle, c'est de données. Donc on a besoin de données historiques sur un bâtiment et d'avoir assez de données pour pouvoir répliquer ce qui se passe dans le bâtiment. Et du coup, si on veut mettre ça sur vraiment un nouveau bâtiment, à l'heure actuelle, on est vraiment limité parce qu'on n'a généralement pas de données ou pas assez. Et du coup, il y a beaucoup de recherches qui se fait sur comment est-ce qu'on transfère un réseau qui a été entraîné à quelque part sur ailleurs. Je pense qu'à l'heure actuelle, c'est plutôt une limite, mais c'est en train de... Les barrières baissent une à une. Et ça va venir, je pense, des réseaux qu'on pourra vraiment... On pourra leur faire confiance et ils pourront marcher dans plusieurs situations différentes. Merci beaucoup pour cette présentation que j'ai trouvée très didactique et qui donne confiance. Je voudrais néanmoins que vous adressiez, si possible, la question qui était posée tout à l'heure sur le pourquoi instruire des réseaux de neurones plutôt que des personnes. Parce qu'évidemment, il y a des informato-sceptiques dans la salle. Oui, pardon, c'est vrai que j'ai oublié de répondre à la deuxième question. Alors, même si vous faites le chauffage à la main, il va toujours faire cette oscillation. Donc, chauffer à la main, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez l'éteindre le matin et après vous allez l'allumer. Mais en fait, ce que vous faites, c'est juste... C'est pas très pratique et vous allez aussi utiliser beaucoup plus d'énergie qu'un système artificiel comme ça. Parce qu'un humain, il va attendre que la température baisse beaucoup. Après, il va allumer le chauffage jusqu'à ce que ce soit trop haut. Et après, il va éteindre le chauffage de nouveau. C'est ça qu'on s'aperçoit en pratique, c'est ça qu'on fait. Parce qu'on ne va pas aller chaque 2 minutes toucher le bouton du chauffage. Donc, on le laisse pendant 3 heures chauffer. Après, on va l'éteindre. Après, on recommence et on arrête. Et du coup, de faire ça, de faire ces oscillations, c'est exactement là qu'on perd de l'énergie. Et justement, en utilisant ce genre de technologie, ça évite ces oscillations parce que ça peut anticiper un peu les problèmes et ça garde une température qui est beaucoup plus constante et qui, du coup, nous permet de faire ces économies d'énergie. C'est pour ça que c'est quand même, à la fin de la journée, c'est plus efficace qu'un humain. Et c'est sans mentionner le fait, alors bon, si on est technologico-sceptique, je peux comprendre que c'est compliqué et je pense qu'on aura besoin encore de beaucoup de travail pour rendre ces choses vraiment accessibles à tout le monde. Mais il n'empêche qu'à la fin de la journée, moi je suis assez content si je peux m'asseoir sur le canapé et que je n'ai pas besoin de me lever chaque 10 minutes pour aller changer le chauffage et que je peux lui faire confiance pour maintenir la température à un niveau agréable. Mais on voit que dans d'autres secteurs, on a fait ces comparatifs. On a laissé un robot acheter et vendre des actions en bourse et puis on a... Regardez ce qu'un professionnel du boursicotage faisait. Est-ce que là, ça existe ce genre de recherche, de voir s'il y a un vrai gestionnaire de température, une personne qui aura accès aux données et qui va faire des choix humains? Pas l'occupant, on comprend bien qu'il a d'autres chats à fouetter, mais est-ce qu'on est sûr que la machine fera des meilleurs choix
qu'une personne qui a accès à peu près aux mêmes données que la machine? Ou vous dites l'humain sera incapable d'exploiter toutes ces données, c'est mort? Oui. Alors, on ne va pas comparer à un humain, parce que c'est pas très pratique. Et de nouveau, si on veut déployer ça dans tous les bâtiments, ce ne sera pas possible. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est que, surtout vu qu'on a un simulateur maintenant, on peut calculer le vrai optimum. Donc ça devient un problème d'optimisation. Et on peut calculer vraiment, a posteriori, si on regarde en arrière, on peut calculer exactement quel aurait été le minimum d'énergie qu'on aurait pu consommer en simulation. Parce qu'on a toutes les données, on a tout, on peut faire une optimisation et voir exactement quel est le minimum d'énergie. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que ces technologies, elles arrivent très très proches du minimum possible, donc du minimum théorique qui sera inachevable, inatteignable en pratique. Donc pour répondre simplement à la question, non, on ne compare pas aux humains parce que c'est beaucoup trop compliqué. Par contre, on peut comparer, on peut effectivement voir que ça arrive très très proche de la chose optimale à faire, en théorie. En intégrant les feedbacks d'habitants, par exemple, ou l'aspect confort, non, il est simplement l'aspect consommation pure. Ouais, alors consommation en maintenant la température dans cette bande de confort qu'on définit à l'avance. Okay. Mais il y a pas à l'heure actuelle, il n'y a pas de feedback humain. C'est vraiment on définit quelle température on va avoir et après on lui dit utilise le moins d'énergie possible pour suivre cette courbe de température qu'on veut. Au début, hein, quand vous nous avez présenté le speech, on parlait quand même du confort. Est-ce que vous imaginez pouvoir faire rentrer dans vos modèles des informations qui veneraient d'habitants? Est-ce que ça m'a convenu ou pas? Oui, c'est tout à fait possible. On ne le fait pas à l'heure actuelle parce que ce n'est pas notre objectif, mais oui, on peut parce que du coup, au final, qu'est-ce que c'est un réseau de neurones? Ça prend des données en entrée et ça décide de quoi faire. Alors, on pourrait très bien imaginer qu'une donnée d'entrée, ce soit vos préférences, que vous puissiez aller sur votre téléphone et puis tout d'un coup dire « Ah ben là, il fait un peu froid, s'il te plaît, mets un peu plus chaud ». Et ce serait une donnée d'entrée, on pourrait entraîner le réseau de neurones avec cette donnée aussi, tout à fait. Et du coup, il apprendrait là vos préférences et on pourrait prendre en compte qu'est-ce que vous préférez vous et après faire des choses qui sont très très individualisées. Merci. Il y a une question devant, madame. C'était celle-ci. Ah, je vous en prie. C'était, avez-vous calculé l'énergie que vous avez utilisée pour développer votre technique par rapport à l'économie que vous faites et que vous imposez? Alors, dans quel sens? Est-ce que vous développez énormément d'énergie et là, d'un autre côté, on nous demande, nous, stop, arrêtez d'utiliser de l'énergie. Alors, j'aimerais savoir s'il y a une comparaison par rapport à ce qui se fait. Je pense que ça rejoint la question d'avant. Justement, c'est pour ça que je sais pas trop. Oui, du coup, j'ai pas fait la comparaison, mais de laisser mon ordinateur tourner 2 heures ou 3 heures, je pense que c'est négligeable comparé aux gains qu'on a après. Ouais. D'accord. Merci. Il y a une question juste derrière, monsieur. Alors, je voulais vous demander, pourquoi est-ce qu'on n'utiliserait pas juste des lignes de code à la place d'une intelligence artificielle, une ligne de code et des capteurs? C'est exactement ce que c'est. Une intelligence à la fin de... Comment j'implémente ça? C'est des lignes de code. Un réseau de neurones, c'est des lignes de code qui décrivent comment mon réseau, je veux qu'il soit, et après comment il apprend, quelles données il utilise, etc. Mais à la fin de la journée, c'est des lignes de code. J'ai 500 lignes de code sur mon ordinateur que je fais tourner et il apprend à minimiser l'énergie. Et après, c'est les mêmes lignes de code du coup, que je mettrai sur le bâtiment, qui communiquerait avec le bâtiment pour minimiser l'énergie en live. Mais pour prolonger, il y a la version totalement manuelle, quelqu'un gère son chauffage ou le programme à la main. Il y aurait la version totalement IA où on lui dit voilà le bâtiment, débrouille-toi, fais l'optimum. Mais la version entre deux où il y a quelques règles manuelles qui ont été codées, comme dit ce monsieur, et qui donnent un tout petit peu d'automatisation du bâtiment. Là, vous savez, vous gagnez quelques pourcents en faisant ça, ou c'est négligeable, ou ça fait partie de vos recherches ou pas? Non, c'est un petit peu différent, mais il y a déjà beaucoup de gains. Oui. C'est typiquement le fait d'éteindre le chauffage la nuit, parce que ça ne sert à rien. Au final, c'est quoi? C'est 2 lignes de code qui disent attention, si c'est après 20 heures, éteins le chauffage. Si c'est avant 20 heures, je veux la température à 21 degrés, par exemple. Donc, c'est des technologies qui sont déjà un petit peu existantes, mais on a toujours ce problème d'oscillation, en fait. Quoi qu'on fasse, à la fin de la journée, ça va allumer le chauffage jusqu'à ce qu'il fasse un peu trop chaud, après ça laisse tomber jusqu'à ce qu'il fasse un peu trop froid, etc. Et du coup, c'est là qu'on peut avoir des gros gains.
Et surtout, les lignes de programmation, de coder comme ça ce genre d'informations humainement, ça ne prend pas en compte toutes les capacités d'anticipation du réseau de neurones. Parce qu'un réseau de neurones, s'il sait qu'il y a le soleil qui sort dans 2 heures, par exemple, il va décider de ne pas chauffer, il va faire un tout petit peu froid pendant 1 heure, et puis tout d'un coup, avec le soleil, ça va chauffer, et du coup, on aura économisé l'énergie qu'on aurait eu besoin pour chauffer, alors que c'était inutile parce qu'il va faire chaud après. Merci beaucoup. Pas de souci.